Bonjour à toutes et à tous. Des barricades dans la forêt de Roanne contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en 2012. Une ZAD dans la forêt des Champs-Barans en Isère pour empêcher la construction d'un Center Park en 2014. Des habitantes et des habitants dans les arbres de la zone humide du Testé pour empêcher le barrage de Sivins en 2014. Des cabanes et des vigies dans le bois Le Jus, dans la Meuse, contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO en 2016. Et à ces exemples français, on pourrait ajouter l'occupation de la forêt de Hambach en Allemagne contre un projet d'extension de mines de charbon, ou encore l'occupation de la forêt de Białowieża, dernière forêt primaire d'Europe, en Pologne. Les forêts se retrouvent au cœur des mobilisations contre les grands projets d'infrastructure. Mais leur occupation ne sont pas que des outils de lutte. Les forêts deviennent en soi de nouveaux sujets politiques. Comment et pourquoi défendre les forêts? Quel nouvel imaginaire de lutte se déploie quand on vit dans les arbres? Alors nous en parlons avec deux auteurs de livres récents. Gaspard Dalins, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle Bure, la bataille du nucléaire. Et vous allez discuter avec Jean-Baptiste Vidalou. Bonjour. Auteur de Être forêt, habiter des territoires en lutte. Alors, je vais commencer par une petite lecture d'un extrait du livre de Gaspard Dalins qui raconte donc la bataille du nucléaire à Bure. Voici l'extrait. Il y a ces réveils à 25 mètres de haut dans la cabane du Grand Chêne, dans un étrange roulis qui tournoie comme un manège, conque de vent tressé de noisetiers. Ces matins hors du temps, où l'odeur de l'alcool à brûler se mêle à celle du thé aux épices et au porridge. La table improvisée sur le lit de paille, les bols fumants, les cuillères en bois, le soleil et les sourires. Les mésanges s'éveillent dans le frémissement feuillu, comme les pinsons, les pivers ou les pouillots siffleurs. L'horizon est une mer opale. C'est une vie d'oiseau, pas une vie d'humain, tu ne trouves pas? Il y a le printemps qui revient et ce sentiment charnel que tout vit autour, partout. Le hibou qui ulule, les jappements de chevreuil dans les fourrés de nuit, et au soir tombant, lointain, un chant puissant, on ne sait si c'est un ami ou le vent. Alors, Gaspard, vous avez donc coécrit ce livre avec Andrea Fuori. La scène dont je viens de lire une courte description, où est-on? Qui sont ces gens? Alors, nous sommes dans le bois Le Jus qui est occupé, enfin actuellement d'ailleurs, ce matin on pourrait même dire, le bois Le Jus est occupé depuis 1 an et demi pour s'opposer au projet de poubelle nucléaire CIGEO qui vise à enfouir à 500 mètres sous terre 80 000 mètres cubes de déchets radioactifs, des déchets radioactifs qui seront toxiques pour 100 000 ans. Et du coup, le bois Le Jus est occupé pour bloquer physiquement l'avancée des travaux. Mais alors le bois Le Jus est un front et un lieu de blocage, mais c'est aussi un lieu d'émancipation, un lieu de vie parce que des dizaines de personnes vivent au quotidien sur place en construisant donc des cabanes dans les arbres et aussi des barricades. Et du coup, il y a dans ce bois Le Jus une vie autre qui naît, qui apparaît, qui éclot, et du coup c'est cette vie autre aussi qu'on a voulu décrire en fait, un autre rapport au monde. Je pense que la forêt c'est un front, mais c'est aussi un lieu où il se vit des choses, un rapport charnel à la vie. Henry David Thoreau, qui était un philosophe américain, disait dans son livre Walden, je suis parti en forêt pour vivre délibérément et pour sucer tout le moelle de la vie. Et c'est ce qui se passe aussi à Bure dans le bois Le Jus, dans le sens où on vit aujourd'hui dans notre système, dans le monde actuel, une sorte de crise de la présence. En fait, on est amputé, on est coupé du monde, et le fait de vivre dans cette entité vivante qui est la forêt, c'est une vie pleine de sens et un rapport charnel à la vie, je pense. Et c'est ça qui est important de rappeler aussi aujourd'hui. La forêt est un territoire à défendre, un territoire ingouvernable, mais c'est aussi un territoire où des formes de vie apparaissent et sont riches. Alors, donc, vous êtes journaliste, vous êtes également habitant
tout près de Bure, d'un village tout près de Bure. Vous faites partie des opposants à CIGEO, ce centre d'enfouissement de déchets nucléaires. On peut peut-être dire à ce stade que le manuscrit de votre livre a été saisi par les gendarmes lors d'une récente perquisition. Donc vous parlez vraiment depuis une expérience personnelle et directe de lutte. Vous avez commencé à nous parler de la forêt et du bois-le-jus. Est-ce que vous pourriez expliquer quel est le lien entre l'occupation de cette forêt et la lutte contre CIGEO? Pourquoi c'est important d'occuper cette forêt? La question qui se pose face à un projet qui est aussi démentiel en fait, qui va durer plus de 100 ans, qui vise à enfouir, comme je disais, des déchets pour 100 000 ans, c'est quelle prise nous, en tant qu'opposants, on peut avoir pour bloquer physiquement la machine? Quelle prise on peut avoir? Et on a vu qu'en occupant physiquement, concrètement un terrain, on pouvait bloquer les travaux préliminaires, on pouvait se dire face à ce projet démesuré, on a une prise. Et du coup, c'était en juin 2016, le moment où le bois-le-jus a commencé à être défriché illégalement par l'ANDRA, donc l'Agence nationale en charge de la gestion des déchets radioactifs. À partir de ce moment-là, il y a eu comme une réaction éruptive de la part des habitants, des opposants au projet CIGEO qui ont dit non, on ne veut pas que ce bois soit défriché, on ne veut pas que ce bois devienne une poubelle nucléaire. Ce bois, c'est le lieu de nos communs. C'est le dernier des communs sur ce territoire de la Meuse qui est accaparé par l'exploitation agricole démesurée aussi, l'exploitation industrielle. Et le bois-le-jus est le seul lieu où il y a encore des usages collectifs comme les affouages, c'est-à-dire la coupe du bois pour le chauffage, comme aussi des promenades simplement, comme la chasse, comme tous des usages collectifs. Et c'est ça qu'ont voulu défendre les habitants et les opposants au projet CIGEO. Et ce n'est pas anodin que la première cabane qui a été construite a été baptisée le Quarail. Le Quarail, ça veut dire en patois lorrain l'espace de vie collective, l'espace de veillée de la communauté paysanne. C'était souvent un lavoir où on tissait la laine, où on cassait des noix, où on faisait des usages collectifs. Et du coup, nous, on a rebaptisé cette cabane le Quarail. En lien avec une histoire, une mémoire, quoi. La forêt a aussi une mémoire, c'est un espace vécu. Et c'est important de le préciser, je pense. Alors, Jean-Baptiste Vidalou, vous, dans votre livre « Être forêt », vous partez du parc des Cévennes, donc d'une autre forêt, mais vous parlez également du bois-le-jus. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous qui écrivez sur les forêts, on va y venir dans un instant, mais qu'est-ce que vous en avez retiré sur l'importance, à vos yeux, de la bataille pour les communs qui se joue dans ce bois-le-jus? Eh bien moi, j'ai envie de rebondir directement sur ce que vient de dire Gaspard. Parce qu'en effet, on était allé avec quelques camarades au mois de juin présenter un film, Passerelles nos Aresta, qui raconte la lutte contre un transformateur RT dans le sud d'Aveyron, dont je parle un peu dans le livre. Et donc, c'était assez délirant d'arriver sur ce territoire complètement en fait, aménagé historiquement, comme tu le disais, par l'agriculture industrielle, et de voir aussi tout autour du site de l'Andra, qui d'ailleurs est très architectural, hein, on dirait un musée d'art moderne ou peut-être une gare aéroportuaire, je ne sais quoi. Et qu'autour de ce site très architecturé, il y avait des centaines d'éoliennes. Et du coup, on s'était dit, mais en fait, ça, c'est le paysage apocalyptique que l'époque nous offre, quoi. C'est une espèce d'apocalypse smart. D'un côté, des déchets radioactifs, comme tu le disais, qui sont enfouis pour des milliers d'années, et tout autour, une espèce de solution là, qu'on nous présente comme totale, qui est les éoliennes. Et du coup, face à ce ravage finalement de l'existant, la seule réalité vraiment qui apparaissait pour les habitants fersans, c'était ce petit bois-le-juc. En effet, on ne pourrait pas dire que c'est une forêt au sens premier du terme, ni même une forêt vierge, ni une forêt primaire. C'est vraiment un bois communal, donc il y a plein de petites coupes, j'imagine. Et en fait, voilà, c'est comme tu le disais, j'ai l'impression que là, il y a vraiment du sens face à une époque qui ne promeut qu'une crise de la présence, quoi. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui est vraiment là, quelque chose d'absolument réel qui s'organise dans les faits. Et moi, c'est ça qui m'avait le plus impressionné, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai envie de défendre dans cette histoire des forêts, que ce soit à Bure ou ailleurs dans les Cévennes, c'est toujours cette irruption débordante de la vie, quoi, du réel tel qu'il est là,
face à un monde qui est de plus en plus ravagé, quoi. Parce que quand on vous écoute tous les deux, on voit bien que dans la forêt, enfin, la manière dont vous en parlez, il y a un côté refuge, il y a un côté havre, et il y a un côté non contrôlé. C'est bien ça, Oui. c'est-à-dire une nature qui ne serait pas soit directement utilisée au service de quelque chose, soit contrôlée, méprisée, jardinée. C'est ça qui est si fort pour vous dans les forêts? Bah, du coup, c'est un territoire qui est historiquement un maquis en fait. Et donc il y a quand même cette idée que c'est un endroit où on peut faire désertion, on peut faire sécession, et ça c'est important. Mais il ne faut pas tomber, et c'est ce que tu disais, sur une vision un peu idéale d'une forêt vierge, d'une forêt pure ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien la parole aussi de Bernard Charbonneau qui dit il faut voir l'alliance entre l'homme et la nature, parce qu'on est plus vers des futaies aujourd'hui dans le Bois-le-Jus, c'est des futaies jardinées. Il y a eu la tempête de 99 qui a ravagé le Bois-le-Jus, il y a eu des plantations ensuite. Donc en fait on ne défend pas, une nature vierge, la wilderness, Oui. comme peuvent dire les penseurs américains. En fait on défend un monde à habiter, un monde à peupler d'imaginaire et d'usage collectif, je crois, concrètement. Oui. Oui, je vais bien rebondir là-dessus. En effet, historiquement, il faut bien se dire qu'en France, les forêts ont été aménagées très tôt, déjà depuis le XVIIe siècle. D'ailleurs, le mot aménagement vient de aménager les forêts de manière rationnelle. Donc c'est matriciel, ça c'est parce que vous en parlez dans votre livre, c'est Ben, vraiment c'est comme une c'est là qu'ils généalogie sont, oui. de l'infrastructure. Oui, C'est tout à quelque fait. chose de déterminant Et donc, historiquement. aujourd'hui, il n'y a plus de territoire vierge en France. Et voilà, il faut en faire son deuil, mais comme tu le dis très bien, voilà, en fait, ce qu'on travaille, c'est un territoire qui n'est pas à préserver, c'est un territoire qu'on fabrique, c'est un territoire qu'on se donne, évidemment collectivement. Et si l'aménagement du territoire a un sens, aujourd'hui dans l'époque, c'est parce que justement, elle a sectionné, découpé toute cette richesse, toute cette prolifération de sens qui existait sur ces territoires, et elle en a fait simplement des partitions qu'elle dispose sur une carte, qui finalement est une carte d'ingénieur, c'est le plan. Et donc voilà, s'il y a bien quelque chose à défendre, c'est cette profusion de territoires au lieu même de l'aménagement du territoire, quoi, des territoires contre le territoire. Alors, dans votre livre Être forêt, vous remontez le fil de l'histoire de lutte dans les siècles passés, qui se sont passés dans les forêts et autour des forêts. On peut peut-être dire à ce stade que votre nom d'auteur, Jean-Baptiste Vidalou, est un pseudonyme, mais surtout c'est un hommage à une figure historique de lutte de la guerre des Demoiselles en Ariège autour de 1830. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi se battaient les Demoiselles et quelle était la forêt qu'elles et ils voulaient défendre? Ben oui, c'est tout à fait ça. En fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure. La France a été un des premiers États avec l'Allemagne à aménager ses forêts de manière rationnelle, surtout pour les besoins de la marine, puis plus tard des forges, des verreries, etc. Et du coup, c'est Colbert qui donne une ordonnance à la fin du XVIIe siècle pour restreindre les droits d'usage des paysans. Et donc, en Ariège, ça se manifeste par une insurrection montagnarde des villageois et des paysans qui utilisent en fait les rituels qui étaient là depuis toujours, on va dire, des rituels de carnaval, de charivari, etc., pour se déguiser et attaquer les maîtres de forge, attaquer les gardes des eaux et forêts, attaquer les gendarmes, en fait tout ce qui représentait cet arraisonnement, comme aurait dit Heidegger, de la forêt. Donc finalement, ils utilisaient toutes ces masques de fées, femmes, animaux, à la fois pour se déguiser et être anonymes, évidemment, mais aussi pour revitaliser une mémoire collective à travers le rituel. Et donc il y a vraiment un élément festif dans cette forme d'insurrection qui était une insurrection quand même armée, où il n'y a jamais eu de mort côté répression d'ailleurs, mais voilà, il y a vraiment une perception déjà du maquis en fait, donc de la prise de parti sur un territoire qui est évidemment connu par les enfants du pays et qui n'était pas connu d'ailleurs par les forces de répression. Et c'était ça un peu leur avantage au niveau, on va dire, stratégie de guérilla.
Et ce qui est très intéressant, c'est que vous en racontez les tenants et aboutissants de cette lutte et qui se battaient pour préserver un usage commun de la forêt contre les privatisations d'usage qui ont fait suite à la Révolution française avec le rachat par des grandes richesses de biens qui avaient été préalablement nationalisés lors de la Révolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez qu'à la fin, cette lutte gagne. Et que ces militants et militantes ont réussi à préserver pour un temps, au moins, la possibilité, la liberté de pouvoir venir se servir de bois mort, de braconner et donc de maintenir cette histoire-là de pratique commune. En fait, c'est une guerre qui a duré, comme tu le disais, 10 ans entre 1820 et 1830, mais elle dure jusqu'à 1870. Donc c'est quand même un temps très long. Et le conflit n'a jamais vraiment cessé. Il y a vraiment des moments d'insurrection assez importantes. Mais le fait qu'ils aient gagné est largement dû à leur maîtrise du territoire et à ce soutien total de la population. Enfin, c'est des enfants du pays, ce sont les habitants, les gens, les montagnards qui luttaient sur place. Donc forcément, ils avaient l'avantage. Et je pense que face à cette détermination-là, évidemment, l'État a lâché prise, comme d'une certaine mesure dans les Cévennes avec l'épopée de la guerre des Camisards, où on retrouve le même type de rapport charnel au lieu, et qui fait que ces luttes sont éminemment intéressantes. Ce récit historique semble faire écho, Gaspard, avec ce qui se passe à Bure aujourd'hui, puisque parmi les opposants à CIGEO, celles et ceux qui ont décidé de s'installer autour du projet CIGEO pour être de ce territoire, précisément, préfèrent être appelés habitants et se considérer comme des habitants plutôt que comme des occupants. Est-ce que vous pourriez expliquer quelle est la différence et pourquoi ça compte ? Oui, on a toujours dit que la forêt était libérée et pas occupée en fait. Elle a été libérée du joug de l'Andra, mais pas occupée. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une réactivation un peu mémorielle de ces luttes, qui ont été des luttes parfois victorieuses, notamment en France. Mais il y a eu ça a toujours été deux récits à travers l'histoire qui sont affrontés. Le récit des communs face à l'individualisme, à la montée de l'individualisme et de la propriété privée, qui a permis l'avènement aussi du capitalisme. On le voit aussi en Angleterre avec le Black Act, on le voit en Rhénanie, Karl Marx en parle avec le vol du bois. Donc en fait, il y a toute une histoire, il y a toujours eu deux grands récits qui sont affrontés, les communs et la propriété privée. Et aujourd'hui, si on réactive cette mémoire, c'est non seulement parce que ça a été victorieux, parce que ça a été des guerres de basse intensité, ça a vraiment toujours été un calcul de la violence et du rapport de force. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui au Bois-le-Jus. Ça a toujours été un calcul, une réflexion sur nos rapports de force. Alors, si on regarde maintenant d'un point de vue plus strictement écologique, l'état de la forêt en France aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la forêt, elle augmente en fait, dans ses surfaces, par rapport à des expériences passées. Donc, dans ces conditions-là, pourquoi défendre les forêts aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas des forêts en fait, c'est des champs. Alors pourquoi ? Parce que depuis, on va dire, les années 50, l'État français reboise massivement. Mais qu'est-ce qu'il reboise ? Il reboise des résineux. Donc tout ce qui était les forêts de feuillus, en fait, ont disparu. On peut prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement sur l'enraisinement sur le plateau de Millevaches en Corrèze. En fait, la forêt est traitée comme un champ à récolter littéralement. Elle est plantée pour un usage. C'est ça que vous critiquez. Et un usage très précis qui est l'usage industriel, donc avec des machines énormes qui viennent ravager absolument tous les chemins autour et qui coupent la forêt comme si c'était du blé, avec des abatteuses groupeuses, multifonctionnelles, etc. Des billes de bois qui sont acheminées par des grumes, puis dans des containers qui partent parfois en Chine. En fait, la forêt devient une réserve logistique, en fait. C'est plus du tout un rapport sensible au monde. C'est simplement, oui, en effet, un champ. Et voilà, en fait, s'il y a cette réactivation mémorielle, c'est parce qu'il y a une nouvelle offensive aujourd'hui du productivisme. En fait, on peut voir, il y a un parallèle entre le productivisme agricole, dans le champ de l'agriculture, et le productivisme forestier. On en parle beaucoup moins, mais il y a une industrialisation, et l'usine à biomasse de Gardanne, par exemple, en est une illustration. Donc c'est une usine qui vise à transformer le bois en bois énergie.
Et par son gigantisme, en fait, cette usine, même si on dit que le bois énergie est une énergie verte, en fait, considérée comme une énergie renouvelable puisque peu émettrice de gaz à effet de serre. Complètement. Et par son gigantisme, en fait, elle va reproduire les mêmes schémas productivistes. On peut faire le parallèle avec la ferme des 1000 vaches en Picardie qui se dit verte parce qu'elle va utiliser de la méthanisation, mais en fait, c'est toujours les mêmes logiques du productivisme. Et du coup, ces deux grands récits continuent à s'affronter et c'est pour ça qu'il faut se rappeler la mémoire de ces luttes, quoi. Et se dire que vraiment cette forêt qui augmente, enfin cette surface, ce chiffre qui augmente, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est une forêt de plus en plus pauvre et elle cache aussi toute la misère sociale qui frappe aujourd'hui les bûcherons, les sylviculteurs et les petites scieries locales qui sont en train de fermer. C'est 3 scieries par semaine qui ferment. En ce moment, il y avait 10 000 scieries en 1965, il n'y en a plus que 700. Donc en fait, on voit c'est la déprise agricole et la déprise forestière sont assez identiques, quoi. Alors, on entend bien la dimension masse, la dimension de taille, très importante dans la critique que vous adressez à ces usages industriels de la forêt. Mais est-ce que utiliser les ressources d'une forêt, c'est forcément coloniser un territoire? Si on regarde l'origine locale du bois pour la construction, par exemple, de logements en bois, en paille-bois, qui sont tous ces habitats qui sont très encouragés par les politiques de transition énergétique, c'est quand même beaucoup moins polluant et par ailleurs moins homogénéisant que se faire construire son pavillon ou se faire livrer son pavillon clé en main. Donc, est-ce que vous acceptez l'idée qu'une partie de ces ressources soit utilisée ou est-ce qu'en soi, vous considérez que c'est forcément destructeur ? Il faut déjà définir ce qu'on entend par usage. J'ai un exemple concret de personnes justement qui travaillent la forêt de manière différente et très intéressante. C'est le RAF, le réseau des alternatives forestières, qui eux justement reviennent à ce que Colbert à l'époque critiquait, c'était justement la forêt jardinée. Et eux justement ils sont dans une optique non homogène d'aller en forêt et de sélectionner tel ou tel bois, justement comme un jardin, dans le sens potager. Donc, c'est pas que l'homme a un ascendant sur la nature, c'est qu'il arrive à avoir une espèce de lien réciproque assez intéressant. Et pour le coup, pour avoir discuté avec pas mal de bûcherons qui sont dans cette association, dans ce réseau, ceux qui ont travaillé pour ces grandes industries en pilotant ces machines énormes, au joystick, hein, c'est plus un volant, c'est tout par GPS, localisation satellitaire, etc. Ouais. C'est presque automatisé, on pourrait dire. En fait, c'est juste impossible de revenir à ce type de mécanisation une fois qu'on a goûté à la forêt jardinée, on va dire. Et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes, de plus en plus de collectifs pensent la forêt politiquement, dans ce sens aussi, où elles essayent d'aller chercher dans le bois, dans les forêts, le bois dont elles ont besoin pour leurs infrastructures, si on peut dire, collectives. Donc voilà, telle ou telle scierie mobile s'achète de manière collective et est capable de se déplacer de tel lieu de lutte à tel lieu de lutte à un moment précis pour fabriquer, par exemple, des halles, fabriquer des cabanes, fabriquer une maison collective. Et j'ai l'impression que c'est par cette forme de sécession, en dehors même du système extractiviste de la biomasse forestière, qu'on peut penser vraiment l'actualité politique de la forêt, quoi. Mais d'une manière aussi qui est technique. Ce n'est pas l'idée de rejeter complètement toute forme d'usage de la forêt. Il s'agit bien de couper des arbres pour faire une charpente. Mais il y a une différence entre couper des arbres de manière éthique, on va dire, pour un chantier collectif, qui plus est pour une lutte, par exemple, à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes, et une entreprise qui fait de la charpente clé en main, des maisons Ikea, hein, même si elles sont certifiées écologiques. Ouais. Et je crois que c'est aussi important, pour compléter ce que tu dis, c'est de trouver des usages collectifs et autonomes et parfois non professionnels aussi. C'est tout l'enjeu des affouages, qui est une pratique quand même qui est en voie de disparition, qui vise du coup à couper le bois pour soi-même, pour se chauffer soi-même.
Et on le voit notamment même à Bure, là il y a une chaufferie centrale qui commence à être construite, et du coup les habitants risquent de perdre leur droit à l'affouage, et donc c'est la perte de ce droit ancestral qu'il faut quand même aussi défendre, quoi. C'est des usages autonomes, non professionnels, qui nous permettent d'avoir un lien fort avec la forêt, quoi. Et je me retrouve complètement dans ce que tu dis aussi sur le réseau des alternatives forestières, sur aussi les points d'alerte que nous font certains forestiers de l'ONF dans le collectif SOS Forêt et le syndicat le SNUFEN, qui essaye de nous alerter sur ces dérives productivistes de la forêt. Gaspard, dans votre livre, vous parlez de la forêt du Bois-le-Jus, mais beaucoup de la bataille de Bure, et notamment vous tracez une généalogie entre les bombes et les armes de la Grande Guerre oubliées dans le sol de la Meuse, les pesticides de l'agriculture intensive, et aujourd'hui le projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO. Quel est le rapport entre ces histoires ? Déjà, c'est souvent sur ce même territoire, en fait, qui a été un territoire sacrifié, délaissé, paupérisé, abandonné par les autorités, quoi. Clairement, depuis 14-18, en fait, il y a eu d'abord les 2 guerres mondiales, le front est à 80 km de Bure. Du coup, il y a déjà eu des villages rasés, des villages détruits, des vies aussi abîmées. Et il y a ce poids du fatalisme chez les habitants meusiens. Ensuite, on sait très bien que l'industrie de l'armement s'est reconvertie dans les pesticides, dans les engrais, dans les tracteurs. Les tanks sont devenus des tracteurs, et du coup la Meuse est aussi devenue un territoire en proie à l'agro-industrie qui a vidé la campagne des paysans, qui a cassé la communauté paysanne, qui a créé un exode rural massif, et du coup cet exode rural a facilité l'implantation d'une poubelle nucléaire et a facilité aussi le fait que les habitants n'avaient plus d'histoire, en fait, n'avaient plus rien à défendre, en fait. Et aussi parfois des gens s'amusent, disent mais non, Bure ce n'est pas une zone à défendre, il n'y a plus rien à défendre. C'est un peu, on revient à ce que tu disais, c'est le territoire de l'aménagement total, en fait. Et du coup, il y a une filiation, et derrière cette filiation, il y a pareil la question du productivisme, la question du capitalisme, et qui revient. Et cet sentiment diffus que c'est un territoire sacrifié, quoi. Et de votre côté, Jean-Baptiste Vidalou, vous expliquez le paradoxe du parc naturel des Cévennes, qui a été créé pour protéger la nature, mais qui en fait va être utilisé pour la désertifier. Oui, bon alors c'est pas tellement une question de désertification. Le problème c'est que le parc national des Cévennes a signé un protocole de travail avec E.ON, donc qui est une compagnie d'énergie allemande, le 3e quand même groupe mondial énergétique. Et donc en fait, leur idée c'est à la fois de préserver la nature, hein, bon, c'est a priori un objectif louable, mais en même temps d'aménager des zones d'exploitation via évidemment cette nouvelle donne qui est la transition énergétique. Et donc évidemment E.ON est très intéressé par la châtaigneraie cévenole qui est en déshérence, quoi. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'exode rural et les maladies liées aux châtaigniers, en fait de vergers, parce qu'au départ la forêt enfin en tout cas la châtaigneraie était considérée vraiment comme un verger, eh bien on est passé à une forme de maquis, donc c'est ce qu'on appelle des bouscasses, hein, donc c'est le châtaignier qui rejette, quoi. Il ne fait que de rejeter, il n'y a plus d'arbres exploitables en tant que tel, quoi. Et du coup tout l'enjeu autour de cette centrale à biomasse c'est de dire, ben voilà, vous avez, vous dans les Cévennes, une ressource qui est sous-exploitée, et en plus un bois qui est malade. Donc voilà, nous on arrive et on va vous régler le problème. Et donc c'est ça en fait qui a lancé pas mal de collectifs qui se sont intéressés à cette question de la forêt et de l'énergie biomasse. Ce qui est frappant, je trouve, dans vos 2 livres et dans vos 2 récits et analyses, c'est qu'on voit bien, on a 2 contextes et 2 lieux différents, 2 projets différents, mais en fait il y a plein de points communs dans la manière dont vous les racontez, et des points communs qui semblent être liés à la spécialisation des usages de ces territoires,
que vous critiquez à chaque fois. Là, on voit bien avec ce que vous venez de dire sur cette centrale à bois pour faire du bois énergie et vous avec le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Il y a critiqué également une logique de centralisation, un centralisme, un pouvoir extérieur, et puis évidemment le rapport au marché, le rapport à la marchandisation de cette nature. Est-ce que pour vous, ce sont, l'un regardant les luttes de l'autre, enfin des autres, et le livre de l'autre, est-ce que vous voyez ces logiques en commun? Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que pour vous, en gros, c'est un peu les mêmes logiques de destruction de la forêt? Est-ce que on est face à une logique de pouvoir qui a des similitudes? Tout à fait. Alors, j'ai pas encore lu Être forêt, mais il y a évidemment plus qu'une convergence des luttes qu'on entend partout et partout, c'est un mouvement commun en fait qui a lieu tant à Sivins, tant à Roibon, tant à Bure, tant à Notre-Dame. Il y a quelque chose d'un même rapport au vivant, d'un rapport au monde qui est là et qui est bien plus vaste, oui, que cette convergence de lutte ou cette addition de lutte en fait. Ça, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus profond. Oui, moi je pense que ce n'est pas tellement non plus la question de défendre la forêt et uniquement la forêt, parce que ça serait comme une espèce une zone immémoriale de nature sauvage qui n'existe plus nulle part et qui fait un peu rêver les nostalgiques, etc. Non, je pense que, comme on disait depuis le début, l'idée c'est derrière la forêt, ce qu'on essaie de retrouver, c'est une forme de présence au monde. Et voilà, c'est cette profusion de végétaux, cette profusion d'usages, cette profusion de modes d'habiter aussi, qui sont à chaque fois singulières. La forêt dans les Cévennes n'est pas la même que la forêt de la Meuse ou la forêt sur le plateau de Millevaches, etc. Mais il y a comme des liens qui se tissent autour de cette même idée. Mais je pense que plus largement, c'est de quel usage on fait de nos vies et quel usage on fait du monde, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'être venus à Mediapart. Merci à vous. Merci. Et à bientôt sur notre site.